Ce que je vais faire, c'est faire une introduction assez longue, des préliminaires si vous préférez, et ensuite j'accélérerai pour tenir la durée qui m'a été accordée. D'abord, je voulais m'excuser de ne pas vous présenter de transparent. J'ai pas eu le temps, je rentre d'un raid à ski au Spitzberg et je suis rentré plus tard que prévu, j'ai pas eu le temps de préparer des transparents. Et d'ailleurs, je crois que j'en aurais pas fait même si j'avais eu le temps. Le voyage au Spitzberg a un rapport avec le temps. Je voulais voir comment l'organisme s'adapte à des efforts physiques intenses quand il n'y a plus d'alternance du jour et de la nuit. Et comme vous savez, au Spitzberg en ce moment, depuis la mi-avril, il fait jour 24 heures sur 24. Et donc ça a été une expérience très intéressante dont on revient crevé puisque on oublie de dormir. Alors, je commence l'introduction par vous dire qu'à mon avis, quand on s'intéresse à la question du temps, il y a d'abord deux pièges à éviter et puis un certain nombre d'obstacles à avoir en tête. Les deux pièges sont des pièges qui, en quelque sorte, s'opposent et se complètent. Le premier piège, c'est le piège du philosophe, c'est-à-dire celui qui va dire que la question du temps a été résolue par Kant, Aristote ou bien Heidegger, ça dépend. Mais vous avez des gens qui pensent que, par exemple, Heidegger a résolu la question du temps, pour toujours. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est le piège du physicien, dans lequel d'ailleurs tombent tous les étudiants que je récupère de vos classes à l'école centrale. Et ce piège consiste à dire que la question du temps est épuisée par le fait que le temps est mathématisé. D'accord ? Donc pour un topin, j'ai l'impression que le temps, c'est la variable t. Et une fois qu'on a dit que le temps est la variable t, on a tout dit. Bon. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces deux pièges-là sont vraiment des pièges. Et enfin, les obstacles qu'il faut avoir en tête quand on s'intéresse à la question du temps, il y en a un certain nombre, au moins une dizaine, mais je ne vais pas les citer tous, je vais en donner 4 qui me semblent importants. Le premier obstacle, qui a été repéré il y a très longtemps par Saint-Augustin, repris par Pascal et beaucoup d'autres, c'est qu'il n'existe pas de définition du temps. Nous en parlons fort à notre aise, chacun comprend de quoi il est question quand on parle de temps, mais nous ne sommes pas capables de le définir autrement que par des métaphores ou des tautologies. D'accord ? Je vous mets au défi de trouver une définition du temps qui ne présuppose pas l'idée du temps. Or, comme vous le savez, définir, c'est rapporter un concept à un autre concept plus fondamental. Il n'existe pas de concept plus fondamental que le mot temps. On peut le rapporter au mouvement, au changement, au devenir, à l'espace, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas de relation de postériorité par rapport à ces concepts. Donc on ne peut pas le définir. C'est un mot primitif, comme disait Blaise Pascal. Et donc, parler sur le temps, c'est accepter de penser un concept, si c'est un concept, que nous ne sommes pas capables de définir. Je pourrais aussi vous montrer, mais on le fera peut-être au moment des questions, que le langage que nous utilisons pour dire le temps est plein de pièges. Et d'ailleurs, toutes les phrases dans lesquelles nous utilisons le temps, lorsqu'on les analyse, aboutissent à des contradictions ou à des apories. Je pourrais vous donner des exemples. Donc, se méfier du langage qui nous trompe, se méfier de la polysémie fulgurante du mot temps, puisque quand on examine la façon dont nous parlons du temps, nous apercevons que le mot temps est utilisé pour dire la succession, la simultanéité, la durée, le changement, le devenir, la vitesse, la mort, l'argent, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc c'est un mot qui est victime d'une polysémie fulgurante. Et j'ajoute que nous parlons du temps aujourd'hui comme on en parlait avant Galilée. D'accord ? C'est-à-dire que les révolutions scientifiques comme la mécanique newtonienne ou bien la mécanique quantique ou bien la relativité n'ont nullement affecté notre façon de dire le temps.
Donc n'espérez pas trouver la solution du problème dans l'étude du langage. Bon, deuxième obstacle qui est relié au premier, c'est que le langage est impuissant à dire le temps, parce qu'il est ambivalent, ambigu, etc. Mais ça ne l'empêche pas d'être éloquent. C'est-à-dire que le langage ne nous dit pas ce qu'est le temps, mais sa structure détermine notre façon de le penser. D'accord ? C'est-à-dire que la façon dont nous disons le temps formate notre pensée du temps. D'accord ? Et donc c'est un piège à deux niveaux aussi. Je vous donne juste un exemple. Nous sommes tous habitués à dire que le temps passe. D'ailleurs, dire le temps, ça veut dire substantiver le temps. On a inventé un substantif pour dire le temps. D'accord ? Mais à partir du moment où on désigne le temps par un substantif, se pose la question de quelle substance est-il fait. D'accord ? Donc à partir du moment où vous inventez un mot pour dire le temps, se pose la question de la nature du temps, dont Wittgenstein disait qu'elle est entièrement déterminée par le fait que nous avons un mot pour dire le temps. Si on oublie le mot, on supprime le problème. D'accord ? Et il y a beaucoup de problèmes philosophiques autour du temps qui sont liés à cet usage du langage. Bon. Je reviens à mon exemple, le temps passe. On est tous d'accord pour dire que le temps passe, et on est même prêt à affirmer que ce qui fait la temporalité du temps, c'est le fait qu'il passe. Et c'est ce qui l'oppose à l'espace. Bon. La question, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que le temps passe ? Alors, ce qu'on veut dire par là, on ne va pas faire les andouilles, c'est assez clair, c'est que le futur devient du présent qui devient du passé. Donc ce qu'on désigne par le passage du temps, c'est la succession de ce que les philosophes appellent les extases du temps, les moments du temps qui sont le passé, le présent, le futur. D'accord ? Ces moments se succèdent. Et c'est cette succession des moments du temps qu'on appelle le passage du temps. Vous voyez qu'il y a un problème quand même. C'est que le passé, lui, il est passé, donc il ne passe plus. Donc ça veut dire sur les 3 moments du temps, il y en a déjà un qui ne passe plus. On le laisse de côté et on se pose la question de savoir si, constatant le passage et la succession des moments du temps, nous avons le droit d'en déduire que le temps lui-même passe. Alors si vous dites, si vous pensez que la fonction minimale du temps, la fonction essentielle du temps, c'est de remplacer chaque instant présent par un nouvel instant présent. Finalement, c'est ça que fait le temps. Il renouvelle en permanence ce que nous appelons l'instant présent. D'accord ? Le temps a pour fonction principale de faire qu'il y ait sans cesse du présent. Bon. Eh bien, si vous accordez au temps cette fonction essentielle, alors vous devez convenir que le temps fait passer la réalité. Et comme la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui la fait passer ne passe pas. D'accord ? Et donc vous trouverez un certain nombre de physiciens pour vous expliquer que la seule chose dans l'univers qui ne passe pas, c'est le temps. Parce qu'il est toujours là, en train de renouveler l'instant présent. Et ce renouvellement ne cesse jamais. D'accord ? Donc le temps est la seule chose qui ne passe pas, et pourtant on dit que le temps passe. D'accord ? Ça veut dire que là, nous commettons une erreur assez classique qui consiste à confondre l'objet et sa fonction. La fonction du temps, c'est de faire passer la réalité, et cette fonction ne cessant pas, le temps ne passe pas. D'accord ? Donc en disant que le temps passe, on commet la même erreur que celle que nous commettrions si nous disions qu'un chemin chemine, ou qu'un cahier à musique chante. Un chemin, ça ne chemine pas, ça permet à des promeneurs de cheminer. Un cahier à musique, ça ne chante pas, ça permet à des chanteurs de chanter. Le temps, ça ne passe pas, ça fait passer la réalité. D'accord ? Vous voyez que notre façon de dire le temps, des expressions comme le temps passe, etc., et je pourrais donner 1000 autres exemples, nous conduisent, sinon à des impasses, du moins à des problèmes. Troisième obstacle, ça consiste à dire, finalement, le langage nous trompe, il met en avant des métaphores qui sont fausses, et il va donc falloir essayer de penser le temps sans le langage.
en utilisant par exemple des analogies, des métaphores, des images. Tout ce Évidemment, s'agissant du temps, l'image qu'on met toujours en avant, c'est celle du fleuve. Une image qui a au moins 2500 ans, on la trouve citée par Héraclite, sans doute a-t-elle été utilisée auparavant, et elle continue d'ailleurs d'irriguer notre discours sur le temps. On parle du temps comme d'un fleuve, sans jamais faire la critique de cette collusion. Or, quand on la fait, quand on commence de la faire, dès la première étape, ça plante. Puisque comparer le temps à un fleuve consiste à attribuer au temps les propriétés qu'ont les fleuves. Et on va ainsi habiller le temps de toute une série d'a priori clandestins qui sont charriés par l'image du fleuve et que le temps n'a pas. À commencer par la vitesse. Nous parlons tous du temps comme si le temps avait une vitesse. Il a même une accélération. Il passe de plus en plus vite, etc. Toutes ces conneries. Le temps a une vitesse. Alors je comprends bien qu'un fleuve ait une vitesse qu'on peut mesurer, définir, conceptualiser, etc. Mais comment vous définiriez la vitesse du temps? Vitesse, c'est arrivé par rapport au temps. D'accord? Donc la vitesse du temps est impossible à conceptualiser, c'est une tautologie. Et si vous vouliez vraiment la définir, vous devriez dire que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures, et vous seriez bien avancé. Le temps n'a pas de vitesse. Et quand on dit en relativité, quand on change de référentiel, le temps s'écoule moins vite, c'est une absurdité. Quand on raconte le paradoxe des jumeaux de Langevin avec des arguments de vitesse du temps différents dans les deux référentiels, d'un point de vue logique, ça ne tient pas 2 minutes. Mais on continue à le faire. Dilatation des durées, vitesse d'écoulement du temps. Bon. Et donc, même quand on a affaire à des formalismes comme la relativité, qui, pour ce qui est de la représentation du temps, sont des formalismes révolutionnaires, on continue à balancer la rhétorique pré-galiléenne qui s'inspire presque uniquement de l'image du fleuve. Il y a d'autres questions qui se posent, et je vous fais remarquer que l'axe des temps, que, d'après mes souvenirs, vous utilisez beaucoup, c'est simplement une sublimation de l'image du fleuve. D'accord? Mais dans le cas du fleuve, évidemment, pour parler de l'écoulement du fleuve, il faut river le fleuve à quelque chose qui ne s'écoule pas, qui sont le lit du fleuve, les berges, etc. Donc pour dire l'écoulement du fleuve, il faut imaginer quelque chose dans lequel il s'écoule. Transposer cette question au temps, si tout est dans le temps, dans quoi est le temps? D'accord? Dans quoi s'écoule-t-il? D'accord? Et je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de savoir, quand vous tracez l'axe des temps, dans quel espace vous tracez l'axe des temps? D'accord? J'avais posé cette question à mon prof, non pas de taupe, je vous épargne, mais de terminale. Qu'est-ce que je n'avais pas pris? D'accord? Qu'est-ce que je n'avais pas dit? En fait, c'est exactement la question que Bergson posait à Einstein quand il est venu en 1922 à Paris. D'accord? Et on y reviendra, si vous voulez. Mais à partir du moment où vous tentez de dire l'écoulement du temps, vous êtes obligé d'inventer quelque chose qui ne s'écoule pas et dans lequel le temps s'écoule. D'accord? Donc pour dire l'écoulement du temps, vous devez inventer l'idéalité d'un non-temps. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de dire l'écoulement. Et vous êtes piégé par cette idée que l'écoulement du temps ne peut se dire qu'en imaginant quelque chose qui ne s'écoule pas dans le temps. D'accord? Bon, autre question, mais je ne veux pas y passer l'heure. On met sur l'axe des temps une petite flèche, en général, qui précisément n'est pas la flèche du temps. On y reviendra peut-être à la fin. Tout le monde confond. D'accord? La petite flèche qui est là dit simplement l'impossibilité des voyages dans le temps. Cette petite flèche est là pour dire que si vous êtes présent à l'instant T, vous êtes obligé de suivre le cours. Donc cette flèche dit l'impossibilité des voyages dans le temps, et elle est la traduction, on le verra tout à l'heure, de ce qu'on appelle le principe de causalité. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la flèche du temps, qui n'est pas une propriété du temps, mais une propriété qu'ont ou non pas les phénomènes physiques. C'est l'irréversibilité des phénomènes physiques. Et on verra que c'est deux choses complètement différentes.
En tout cas dans les formalismes, parce que dans la réalité j'en sais rien, mais dans les formalismes c'est deux choses complètement séparées, mais dans les discours on les confond. C'est-à-dire on confond l'irréversibilité du temps, c'est-à-dire l'impossibilité de revenir dans un instant du passé, et l'irréversibilité des phénomènes physiques, qui est l'interdiction pour un phénomène physique qui a été dans un état initial grand A, de retrouver dans son futur cet état initial. Et quand vous avez affaire à des phénomènes réversibles, comme tous ceux que décrit la physique newtonienne, vous savez que chez Newton, les voyages dans le temps sont impossibles, donc il y a bien une flèche sur l'axe des temps, il y a une irréversibilité du temps, mais il n'y a pas d'irréversibilité des phénomènes physiques. C'est un système qui a connu à l'instant TA l'état grand A, va retrouver plus tard, dans son propre avenir, le même état physique à un autre instant. Mais revenir à l'état initial, c'est pas revenir à l'instant initial. D'accord? Donc la physique newtonienne est une physique dans laquelle il y a un cours du temps, comme toutes les physiques d'ailleurs, mais dans laquelle il n'y a pas de flèche du temps. La flèche du temps est une propriété des phénomènes physiques. Alors, tous les phénomènes sont réversibles. Réversibles, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent remonter dans le passé. Ça veut dire qu'ils peuvent retrouver dans le futur leur état initial. Deux choses qui sont complètement différentes. D'accord? Bon, une autre question qui est suggérée par l'image du fleuve, c'est quel est le moteur du temps? Dans le cas du fleuve, c'est simple, c'est la gravité. L'amont est plus haut que l'aval. Dans le cas du temps, on ne sait pas. D'accord? Qu'est-ce qui fait que ça avance? On n'en sait rien. D'accord? Du coup, on met la petite flèche. D'accord? La petite flèche est là simplement pour dire que vous ne pouvez pas rester scotché à un instant donné. Vous êtes obligé de suivre. Qu'est-ce qui fait que ça avance? C'est une question que peut-être la théorie des cordes va aborder, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais que pour l'instant, aucune physique canonique ne traite. La physique, que ce soit la relativité ou la mécanique classique, ou même la mécanique quantique, prend simplement acte de ce moteur du temps en mettant une flèche sur l'axe des temps. D'accord? Mais la vraie question, c'est quel est le moteur de tout ça? Bon, si on a le temps de parler de relativité, j'en dirai un peu plus là-dessus. Bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est quand même un piège, enfin un obstacle assez sérieux. Quatrième obstacle, qui est peut-être le plus grave de tous, c'est que, sans doute influencé par notre langage, nous passons notre temps à confondre le temps et les phénomènes temporels. C'est-à-dire, nous passons notre temps à attribuer au temps les propriétés de ce qui se déroule dans le temps. D'accord? Alors je ne dis pas que c'est faux. J'en sais rien en fait. Je n'ai aucune idée du lien entre temps et phénomène temporel. Simplement, je remarque que la question de ce lien n'est jamais posée. C'est-à-dire qu'implicitement, nous disons, ou nous faisons comme si le temps ressemblait à ce qui se passe dans le temps. Donc quand nous voyons un phénomène cyclique, périodique, nous disons le temps est cyclique. Quand on voit un phénomène chaotique, ça a été largement commenté dans les années 70-80, vous vous souvenez, fameuse révolution du chaos, vous trouvez des tas de textes de physiciens disant le temps est chaotique. Et puis, si vous avez assisté, j'imagine que c'est le cas, à des colloques sur le temps, vous savez que les colloques sur le temps sont toujours organisés de la même façon. D'abord un philosophe, ça s'appelle le temps du philosophe, ensuite un astrophysicien, le temps cosmologique, ensuite un physicien, le temps physique, un géologue, le temps géologique, c'est du temps d'Allègre, hein, en l'an 2000 il y a eu beaucoup de colloques sur le temps, il y avait toujours le temps géologique, ensuite le temps psychologique, etc. Et après, synthèse. Bon. Évidemment, jamais de synthèse. Il n'y a pas de temps géologique. D'accord? Par contre, il y a des phénomènes géologiques dans le temps. Il n'y a pas de temps chimique. Il y a une temporalité propre des phénomènes chimiques dans le temps, mais il n'y a pas de temps chimique. C'est-à-dire qu'il faut résister à cette tentation d'inventer autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels, parce que ça ne va jamais converger. D'accord? De la même façon, il n'y a pas de temps psychologique. En revanche,
notre rapport au temps physique est infesté de facteurs psychologiques. D'accord ? C'est notre rapport au temps qui est psychologiquement chargé. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y a le temps physique, et puis en marge du temps physique, un autre temps qui serait le temps psychologique, qui viendrait se régler de temps en temps à chaque fois qu'on regarde sur une montre. Il n'y a qu'un seul temps, pour un observateur donné, vis-à-vis duquel des rapports de modalités très différentes peuvent s'installer. D'accord ? Alors, vous allez me demander, mais pourquoi on dit que le temps physique est premier par rapport aux autres temps ? Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Bon, donc là, j'ai fini mon introduction. Elle a été un peu longue, je m'en excuse, mais elle aurait dû être beaucoup plus longue, parce qu'en fait, c'est assez choquant de commencer un cours sur le temps, ou un cours de physique, en balançant la variable t. Parce que finalement, ça fait l'impasse sur toute une série de questionnements qui ont précédé l'idée même de mathématisation du temps, qui remonte à Galilée, je vous rappelle. D'accord ? Donc, entre Aristote et Galilée, rien de ce qui est dit sur le temps n'envisage la possibilité d'une mathématisation. Donc, le chemin a été long. Et on fait comme si le chemin était nul. D'accord ? Et on fait aussi comme si la mathématisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, avait épuisé les questions. Bon. Alors, je ne vais pas faire un truc trop long, mais en gros, à partir du moment où Galilée mathématise le temps, et il le fait de façon très locale pour la chute des corps, c'est que celui qui va vraiment généraliser cette mathématisation, c'est Newton dans les Principia. À partir de ce moment-là, le temps est mathématisé, ce qui est une variable à une dimension, réelle, continue, etc. Et à partir de ce moment-là, la représentation mathématique du temps va être conditionnée, déterminée par le principe de causalité. D'accord ? Entre Newton et aujourd'hui, il y a eu des révolutions en physique que vous connaissez, mais aucune de ces révolutions n'a remis en cause le principe de causalité, dont la formulation, évidemment, s'est adaptée au cours du temps, mais il reste toujours le principe par lequel on contraint la représentation du temps. D'accord ? Donc là, je fais une petite parenthèse pour vous dire que c'est là que tout devient un peu ambigu. Le principe de causalité, tel qu'on le récite en général, ça consiste à dire que tout phénomène est l'effet d'une cause qui le précède. Donc il y a antériorité de la cause sur l'effet, etc. Aujourd'hui, en physique, on ne parle plus de cause. Il y a eu la physique quantique, qui est causale dans un certain sens, mais qui ne renvoie plus explicitement à l'idée de cause. D'accord ? Mais on a gardé le principe de causalité, qui est simplement là pour dire que le passé est intouchable. Ce que dit le principe de causalité, c'est que si quelque chose a eu lieu, il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Même s'il n'y a plus de traces, même s'il n'y a pas eu de témoins, même s'il n'y a aucun effet, si ça a eu lieu, il sera toujours vrai que ça a eu lieu. Autrement dit, vous ne pouvez pas modifier le passé. Alors, le principe de causalité en physique ne dit rien d'autre que ça. En d'autres termes, il dit l'interdiction des voyages dans le temps. Vous ne pouvez pas retourner dans le passé pour modifier des événements qui ont déjà eu lieu. D'accord ? Donc, l'ambiguïté, elle vient de quoi ? Elle vient de ce que, pour dire le principe de causalité, il faut utiliser la notion d'événement. L'énoncé même du principe de causalité contient l'idée d'événement ou de phénomène. Et donc, quand je dis que le principe de causalité est une contrainte sur la représentation du temps, cette contrainte, elle est phénoménale, au sens où elle concerne les phénomènes. Et donc, la question de l'indépendance entre le temps et les phénomènes est posée par le fait que la contrainte que nous portons sur la représentation du temps vient directement du monde phénoménal. D'où la question, est-ce que le temps est premier par rapport à la causalité ou est-ce que la causalité est première par rapport au temps ? Si vous allez jusqu'à la relativité générale, eh bien, la causalité est une contrainte externe que nous appliquons au temps. Si maintenant vous regardez du côté de la théorie des cordes ou d'autres théories en développement, la question se pose. Il y a des physiciens qui travaillent sur des théories sans temps, dans lesquelles il y a des événements à une échelle microscopique qui sont simplement causalement reliés les uns aux autres. Et ensuite, on peut montrer qu'à une certaine échelle,
qui en gros est l'échelle de Planck, eh bien, apparaît le temps lisse et continu de la relativité générale. Donc vous avez la causalité sur les événements qui est première, il n'y a pas de temps, même si je ne sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de temps, mais dans leurs articles, c'est comme ça que les choses sont présentées. Il y a des événements hors temps, causalement reliés par des réseaux de chaînes de causalité, et ce qu'ils prétendent montrer, c'est qu'à une certaine échelle, on voit apparaître le temps lisse et continu de la physique habituelle. Autrement dit, le temps, dans ce cas-là, s'ils ont raison, est une propriété qui émerge d'un monde causal. Donc la causalité est première par rapport au temps. D'accord ? Et ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu... C'est des conjectures pour l'instant, mais si on prend la physique qu'on utilise aujourd'hui dans les laboratoires, la causalité est une contrainte externe et le temps est premier par rapport à elle. Alors, pour aller assez vite, Newton paramètre à une dimension, donc on va représenter la courbe du temps, et on va représenter une courbe qui sera comme ça, sur laquelle on met une petite flèche qui est l'interdiction des voyages du temps et qui est la manifestation de ce qu'on appelle le cours du temps. Et vous savez bien qu'une courbe à une dimension, d'un point de vue topologique, est soit une courbe fermée, soit une courbe ouverte. D'accord ? Si elle est fermée continuellement, elle devient un cercle, et si elle est ouverte, elle devient un segment de droite. Donc à partir du moment, ça c'est un résultat historiquement fondamental, à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, il est soit linéaire, soit cyclique. D'accord ? Évidemment, quoi qu'en dise le langage commun, il ne peut pas être cyclique, en vertu du principe de causalité, parce que la cause A enclenche l'effet B, et dans un temps cyclique, en allant dans le futur de B, on vient dans le passé de A, donc l'effet peut rétroagir sur sa propre cause. Donc, principe de causalité inapplicable, et au passage, un temps cyclique, ce n'est pas un vrai temps, parce qu'il ne fait pas de séparation entre le passé et l'avenir. La moindre des choses qu'on doit demander au temps, c'est quand même de faire la distinction entre le passé et le futur. D'accord ? Ce que ne fait pas le temps cyclique. D'accord ? Donc, je vous passe des histoires sur l'éternel retour, le temps cyclique qui se trouve présent dans certaines religions, dans certaines philosophies, etc. Et les gens ont eu du mal à admettre que d'un simple point de vue logique, l'idée même d'éternel retour est impossible, est absurde. L'argument est assez simple. Imaginez qu'effectivement, comme le pensait Nietzsche ou quelques autres, nous vivions un éternel retour, c'est-à-dire on vit un premier cycle, puis un deuxième, etc. Eh bien, vous avez, admettons, accompli un premier cycle, vous êtes là, ici, et vous entamez le deuxième. De deux choses l'une. Ou bien vous voyez que vous êtes déjà passé par là. Autrement dit, vous avez la mémoire du premier cycle. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la même situation que la première fois, parce que la première fois, vous découvriez, alors que là, vous constatez que c'est une répétition. D'accord ? Ou bien, au moment d'entamer le deuxième cycle, il y a un reset de la mémoire qui fait que vous repartez comme si c'était la première fois. À ce moment-là, vous ne savez pas que c'est un retour. D'accord ? Donc il est impossible que vous fassiez intervenir la mémoire ou pas, de vivre deux fois la même expérience en étant conscient de vivre deux fois la même expérience. D'accord ? Et pourtant, beaucoup de gens croient à ce truc-là. Donc, chez Newton, temps linéaire, c'est-à-dire que la cause est chronologiquement protégée des effets de l'effet. C'est-à-dire, l'effet ne peut pas rétroagir sur sa propre. J'ai mis une ligne droite, parce que vous le faites, d'accord ? Mais vous pouvez mettre ça, hein. C'est-à-dire, vous avez le droit de représenter la courbe du temps par n'importe quelle courbe qui ne repasse pas deux fois par le même point. D'accord ? Parce que topologiquement, ceci est équivalent à cela. Et quand on dit le temps linéaire, il ne faut pas imaginer que c'est une ligne droite qui se déploie dans je ne sais quel espace. C'est simplement là pour dire que vous ne pouvez pas rester en place, parce qu'il y a la petite flèche, et vous ne pouvez pas passer deux fois par le même instant. Cette représentation-là est purement symbolique. D'accord ? Et pourtant, moi j'ai des souvenirs de mon prof de taupe qui parlait de ça comme quelque chose de réel. C'est-à-dire, il existe quelque part dans l'univers un truc qui est une droite et qui s'appelle le temps. Bon, je pense que c'est aller un peu vite.
Bon, je passe rapidement sur le 19e siècle. Le 19e siècle, en fait, ne touche pas à la représentation du temps. Et j'inclus dans ce que je viens de dire la thermodynamique. Même s'il y a eu des débats, d'accord? Mais en gros, la question de la réversibilité des phénomènes s'est posée au 19e siècle et elle a servi d'argument très violent aux anti-atomistes, comme vous savez, des gens comme Oswald et quelques autres, pour attaquer Boltzmann, qui prétendait expliquer la flèche du temps, donc l'irréversibilité des phénomènes, en termes mécaniques, mais en postulant l'atome. Pour démontrer la flèche du temps de la thermodynamique, Boltzmann avait besoin de deux choses. Un, mécanique newtonienne. Deux, l'atome, que personne n'avait jamais observé. Donc, il a été attaqué pour ces raisons-là. Et l'argument qu'utilisaient les énergétistes, comme on les appelait, Oswald, Mach et quelques autres, c'était de dire, qu'est-ce que c'est que cette physique newtonienne, dont l'équation fondamentale est réversible, qui est incapable de dire l'irréversibilité des phénomènes. Avec au passage, dans les textes d'Oswald, une très belle confusion qui dure encore aujourd'hui, qu'on trouve chez Prigogine, chez beaucoup d'autres, entre irréversibilité du temps et irréversibilité des phénomènes. Pour ces gens-là, si les équations de la physique sont réversibles, ça signifie qu'on peut parcourir le sens du temps en sens inverse. Ce n'est pas du tout ce que dit la réversibilité des équations de Newton. Quand chez Newton, on écrit T devient moins T, donc effectivement, mathématiquement, j'inverse le sens du temps, mon équation est invariable, quand je fais cette transformation, ça ne signifie nullement que vous pouvez inverser le sens d'écoulement du temps. Ça signifie simplement que le sens d'écoulement du temps est arbitraire. Qu'au lieu de mettre la flèche dans ce sens-là, vous auriez pu la mettre dans ce sens-là, et ça n'aurait pas changé les lois physiques. Ça, c'est vrai. Mais ça ne signifie nullement que, le choix étant fait, vous puissiez après le contester. Parce que la causalité l'interdit. D'accord? Vous voyez qu'il y a un énorme contresens là-dessus. Bon, en conclusion, je reparlerai de la flèche du temps, parce qu'il y a deux ou trois autres choses à préciser. Mais je continue l'histoire et j'arrive à la relativité restreinte. Je pense que vous avez eu des cours là-dessus, vous la connaissez. Vous savez que ce qu'il y a d'intéressant dans la relativité restreinte, entre autres choses, c'est le fait que Einstein n'est pas tombé dans les pièges habituels de collusion entre temps et phénomène temporel. Il a en quelque sorte dénudé le temps, c'est-à-dire il l'a débarrassé de tous les habits qui lui viennent des phénomènes et qu'il n'a pas en propre. Et une fois que le temps est déshabillé, il est mis tout nu, alors on peut le coupler à l'espace. Et c'est ce que fait la relativité restreinte. D'accord ? Il y a un couplage. Le mot couplage est à prendre dans un sens très précis et que je ne vais pas détailler parce que je pense que vous connaissez ça. C'est le couplage de transformation de Lorentz. Et ce couplage n'est rendu possible que parce que le temps a été réduit à sa fonction principale. Souvenez-vous de la phrase de Balzac dans Les Illusions perdues, il dit « Le temps est un grand maigre ». C'est une phrase qui ne veut rien dire, mais que Einstein a interprété en disant « Le temps, c'est ce qui reste quand on retire au phénomène temporel toutes les propriétés qui leur sont propres, et que le temps n'a pas. » D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, on dit que le temps est cyclique quand on voit des phénomènes cycliques. Et ce qu'il y a d'amusant avec le principe de causalité, c'est d'une part qu'il interdit au temps d'être cyclique, et d'autre part qu'il permet qu'il y ait des cycles dans le temps. Parce que le principe de causalité dit que si la cause se répète, l'effet se répète. Et donc vous avez des phénomènes cycliques dans le temps, en vertu du même principe qui interdit au temps lui-même d'être cyclique. D'accord ? Bon, comment Einstein, en relativité, prend-il acte de la causalité? Comment est-ce qu'il la décline? Eh bien, en interdisant à une particule d'aller plus vite que la lumière dans le vide. D'accord ? Si vous prenez les transformations de Lorentz et vous regardez comment ça fonctionne, et vous voyez que si la vitesse devient plus grande que c, la causalité est bafouée. D'accord ? Donc, en relativité, la causalité s'exprime sous la forme d'une interdiction, comme souvent les principes. Un principe, en général, s'exprime sous la forme d'une interdiction. Bon. Et c'est très fort une interdiction, et en même temps c'est fragile, parce qu'on peut toujours vous dire, un jour on va trouver des particules qui vont plus vite que c. D'accord ? Et donc à ce moment-là, la causalité sera bafouée, il faudra peut-être la reprendre, la dire autrement, etc. Et une interdiction, c'est fort, et en même temps, ça peut toujours
vous exposer ultérieurement à des surprises. D'accord ? C'est pour ça que, même si aujourd'hui on n'a jamais vu de particules qui vont plus vite que C, enfin, je module ça, parce que vous savez qu'il y a des trucs qui vont plus vite que la lumière, mais ça ne viole pas la causalité en général. Enfin, pas en général, toujours, ça ne viole jamais la causalité. Mais le fait qu'elle s'exprime en relativité sous la forme d'une interduction fait qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le résultat le plus important concernant le temps et la causalité ne vient pas de la relativité. Il vient de la relativité plus autre chose. Et cette autre chose, c'est la physique des particules. Alors, je n'ai pas parlé de la physique quantique, ou à peine. La seule chose que j'en dirais, c'est que quand vous prenez l'équation de Schrödinger, le temps qui apparaît là, c'est le temps de Newton. D'accord ? Le temps de la mécanique quantique, c'est le temps newtonien. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais quand il y a réduction du paquet d'ondes, il se passe un truc qui n'est pas décrit par l'équation de Schrödinger. Peut-être. Ça n'affecte nullement la représentation du temps. D'accord ? Donc, il faut, en quelque sorte, négliger toutes les révolutions scientifiques qui ne modifient pas la représentation du temps. C'est pas parce que vous avez un nouveau phénomène physique que le temps en est modifié. D'accord ? Il faut regarder ça sur les équations. Il ne faut pas se contenter de parler, il faut faire un travail d'analyse des équations. Que disent les équations ? Ben, la physique que vous enseignez en classe préparatoire est une physique qui découple littéralement le temps des phénomènes temporels. Je ne pense pas qu'une seule fois dans votre vie, vous ayez eu à enseigner un phénomène physique qui modifie la représentation du temps. D'accord ? Donc le temps a une existence qui est autonome par rapport au phénomène. C'est le temps newtonien, ou même c'est le temps relativiste, parce que si vous utilisez les équations de Maxwell, c'est le temps relativiste. D'accord ? Mais ce temps n'est pas affecté par ce qui se passe dans le temps. D'accord ? Le seul endroit en physique où on commence à avoir des collisions, c'est en relativité générale, où la métrique de l'espace-temps est déterminée par ce que contient l'univers. Bon, alors maintenant, donc physique quantique, ça ne touche pas au temps. La physique quantique est causale sans utiliser la notion de cause, elle interdit les voyages dans le temps. Et simplement, à partir des années 1925, 1926, les physiciens qui s'intéressaient à l'atome et aux particules se sont posé la question, comment est-ce qu'on fait pour décrire des particules qui vont presque à la vitesse de la lumière? Elles sont très rapides, donc leur cinématique est redevable de la relativité restreinte. Mais elles sont très petites, donc leur dynamique est redevable de la mécanique quantique. Okay ? Donc si vous voulez décrire une particule quantique qui va très vite, vous êtes obligé d'inventer un formalisme qui est à la fois quantique et relativiste. Bon, vous pouvez chercher en magasin en 1925, il n'y a rien. La théorie de la relativité existe, évidemment. L'équation de Schrödinger existe, et encore, elle est toute neuve. D'accord ? Et elle est non relativiste. D'accord ? Donc, l'équation de Schrödinger n'est pas la réponse à la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il y a pas mal de gens qui ont cherché, il y a eu l'équation Klein-Gordon, etc. Bon. Mais la bonne équation, c'est celle que trouve un physicien anglais qui s'appelle Dirac. Paul Dirac, en 1928. Et c'est là que commence, à mon avis, une des plus belles histoires du XXe siècle, qui va conduire à la découverte de l'antimatière. D'accord ? Dirac était un physicien assez étrange pour ce qui est de son caractère, et d'un point de vue philosophique, il était platonicien. Platonicien, ça veut dire qu'il pensait que ce qui était beau était vrai. D'accord ? Donc, il n'avait aucun guide pour trouver une équation qui soit quantique et relativiste, et donc il s'est fié à ce qu'il appelait l'intuition de ce qui était pour lui l'esthétique mathématique. Il voulait une belle équation. Bon. On lui demandait qu'est-ce que ça veut dire belle équation, il disait si tu es mathématicien, tu comprends ce que je veux dire, si tu ne l'es pas, je ne peux pas t'expliquer. D'accord ? Mais en gros, il s'agissait d'une équation, parce qu'il a un peu écrit, il était autiste, Dirac, donc il parlait très peu, mais il a écrit quelque part que ce qu'il cherchait, ce sont des équations qui sont riches en invariants. D'accord ? Son guide, c'était de trouver une équation qui résiste à des tas de transformations différentes, qui soit invariante sous le plus grand nombre de transformations possibles.
Donc ça, c'est un argument philosophique, mais qui en même temps permet de comprendre l'efficacité des mathématiques en physique. C'est quand même la grande question. Pourquoi est-ce que les mathématiques, ça fonctionne pour décrire les particules? Et l'argument de Dirac était assez simple. Il consistait à dire, les mathématiques sont là pour prolonger la vision. Quand je vois, par exemple, un verre, je reconnais un verre dès que je le vois, quel que soit l'angle sous lequel je le découvre. Autrement dit, le concept de verre qui m'apparaît résiste à tous les changements de point de vue. Et dès que je le vois, je le reconnais. Évidemment, si je faisais le tour du verre et que je constate que derrière, en fait, il n'est pas circulaire mais plan, c'est plus un verre. D'accord? Mais pour le reconnaître, j'invoque des symétries implicites qui font que son apparence résiste au changement de point de vue. Eh bien, ce que dit Dirac, c'est que les mathématiques sont le prolongement de la vision dans l'invisible. C'est-à-dire, nous devons trouver des structures mathématiques qui sont capables de saisir des éléments de réalité, comme l'électron, le photon, si vous voulez, et elles les saisissent parce qu'elles les décrivent de façon invariante. Si vous décrivez un électron par, je sais pas moi, un vecteur d'état, une fonction d'onde, et que si vous changez de point de vue, l'électron disparaît, c'est que ce n'était pas un électron. Donc la réalité même de l'électron est subordonnée au fait que sa description doit résister au changement de point de vue. Et donc sa description doit solliciter des invariants. Alors, donc il a écrit une équation magnifique, enfin magnifique, qu'il trouvait magnifique. D'ailleurs, il se fichait complètement de savoir s'il était vérifié expérimentalement. Il disait, elle est belle, donc elle est juste. On pourra reparler de ça si vous voulez, il y a plein d'anecdotes savoureuses sur Dirac. Et alors, il va utiliser cette équation dans un cas très simple. Là, je schématise l'histoire pour la rendre plus courte, mais c'était une histoire très compliquée, mais je résume, si vous voulez. Je résume en travestissant l'histoire. Je fais le prof, quoi. Donc, ne le prenez pas mal, hein, c'est bien. D'accord ? Donc, il va décrire un phénomène qui, au niveau microscopique, est un phénomène banal. D'accord ? C'est-à-dire, vous avez par exemple, imaginez une collision de particules au CERN, vous êtes sans doute allé au CERN, une collision de particules, deux particules cognent, E égale mc2, donc l'énergie cinétique des particules se matérialise et fait apparaître de nouvelles particules. J'en prends une. Une particule qui apparaît là, à l'instant t égale t0, elle laisse une certaine trace quelconque dans un détecteur, et à l'instant t égale t1, elle se désintègre en d'autres particules plus légères. D'accord ? Donc cette particule, instable, en général elles sont instables, elle a une certaine durée de vie égale à t1 moins t0. D'accord ? Donc ce que fait Dirac, c'est qu'avec son équation, il va décrire ce phénomène. Et tout va bien, tout est cohérent, etc. Et d'ailleurs, auparavant, il avait résolu son équation pour l'électron de l'atome d'hydrogène. Il avait retrouvé les niveaux d'énergie mesurés par les spectroscopistes avec une précision bien meilleure que ce qu'on obtenait avec l'équation de Schrödinger. C'est normal, il intégrait les effets relativistes, qui sont très faibles, mais qui ont quand même des conséquences mesurables. Donc ça l'avait rassuré sur son équation. Il avait confiance dans son équation. Mais il se met à calculer ça. Tout va bien. Et puis il se dit, mais qu'est-ce qui se passerait, c'est un peu comme les simulations en changement de point de vue, qu'est-ce qui se passerait pour un observateur qui serait en déplacement par rapport au laboratoire dans lequel ce phénomène se produit. D'accord ? Et là, il constate un truc étonnant. Il constate que selon cette équation, pour certains observateurs, dans certaines situations de vitesse, eh bien, la chronologie de ces deux événements va être inversée. C'est-à-dire que certains observateurs verront la particule disparaître avant d'apparaître. D'accord ? Bon, ça vous étonne, mais ce n'est pas très étonnant. J'ai dit tout à l'heure que l'équation de Dirac, elle est quantique et relativiste. Donc, elle est relativiste. Et vous savez bien en relativité que si vous avez deux événements qui sont pour vous des événements simultanés, par exemple, vous avez ici deux lampes qui s'allument en même temps, parce que par exemple, il y a deux fils de même longueur reliés à un bouton sur lequel vous appuyez là, les deux lampes s'allument en même temps, c'est donc deux événements simultanés pour vous. Eh bien, pour quelqu'un qui vient de la gauche, c'est d'abord celle-ci qui s'allume, puis celle-là,
Et pour quelqu'un qui vient à droite, c'est d'abord celle-ci, puis celle-là. Donc, ce qui était simultané pour vous ne l'est plus pour quelqu'un en déplacement par rapport à vous. Résultat trivial de relativité. Parce qu'il découvre, c'est ça, c'est la même chose. D'accord? C'est que la chronologie entre ces deux événements peut être inversée selon la vitesse de l'observateur. D'accord? Et quand vous avez ça dans votre équation, il y a plusieurs réactions possibles. D'ailleurs, la réaction de Dirac, c'était de mettre son équation à la poubelle. Mon équation est fausse, puisqu'elle nie l'existence même du temps. Puisque la chronologie que je vois apparaître pour moi est relative à moi. Elle serait différente pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le temps est quelque chose de subjectif, d'intégralement dépendant de l'observateur, et il n'a donc aucune réalité objective. Il y a une... Et en fait, après quelques jours, Dirac a réagi, il a repris son équation, et il s'est dit, mon équation viole manifestement la causalité, donc elle n'est pas causale, donc je vais la transformer pour la rendre causale. Donc je vais la trafiquer, de telle sorte que, si moi je vois ça, c'est-à-dire si je vois une particule apparaître à T0 et disparaître à T1, ultérieurement, cette chronologie-là sera vraie pour tous les observateurs. Ce qui va changer, évidemment, c'est la durée T1 moins T0, qui, elle, dépend de la vitesse de l'observateur d'après la relativité. Donc la durée de vie de la particule, elle est relative à l'observateur. Ça, on le sait. D'accord ? Mais ce qu'il impose, lui, c'est la chronologie. Si elle apparaît là, pour moi, d'abord, elle apparaîtra là, d'abord, pour tout le monde. D'accord ? Alors, d'un point de vue technique, ce qu'il fait se trouve dans tous les bouquins de théorie des champs, parce qu'en fait, il est l'inventeur de la théorie des champs, théorie quantique des champs. On joue sur les opérateurs de création et d'annihilation, on joue sur leurs relations de commutation et d'anticommutation, notamment, c'est un calcul assez technique, mais classique, si vous voulez. Et il se rend compte que si on ajoute la causalité comme contrainte dans son équation, on aboutit à la prédiction de nouvelles particules, qui n'existaient pas quand la causalité n'était pas mise. Et quand je dis particules, je vais un peu vite. En fait, il aboutit à la prédiction de l'existence d'énergie négative. Énergie négative. Alors, à l'époque, personne ne savait ce que pouvait être une énergie négative. D'ailleurs, Dirac a été raillé pendant au moins 2 ans par Schrödinger, Heisenberg, Pauli, etc. Qu'est-ce que c'est que ce physicien qui prédit l'existence d'énergie négative? L'argument était simple, c'est qu'une énergie négative, une particule d'énergie négative, c'est une particule qui, lorsqu'elle est au repos, continue d'avoir une énergie négative, et donc elle a une masse négative. Ça veut dire que si vous la tapez dessus comme ça, elle vient vers vous. D'accord? F égale n gamma, mais dans l'autre sens. Et on n'a jamais vu ça. D'accord? Dirac a fait une dépression, enfin, vous connaissez la suite, et en 1931, il a eu une idée qui est que, en fait, d'un point de vue mathématique, une particule d'énergie négative se comporte comme une particule qui remonte le cours du temps. D'accord ? L'argument est très simple, c'est que dans la fonction d'onde, la phase qui apparaît, c'est une phase qui est moins iotée sur h bar, constante de Planck, vous connaissez sans doute ça, d'accord ? Et énergie négative, ça revient à changer le cours du temps, à inverser le cours du temps. Donc, mathématiquement, une particule d'énergie négative se comporte comme une particule qui remonte le cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire remonter le cours du temps? On n'en sait rien, ça peut peut-être rien dire. Comment est-ce qu'on pourrait rentrer en interaction avec une particule qui suit le cours du temps dans l'autre sens que nous? D'accord? Et Dirac a une deuxième idée géniale, et il comprend qu'on peut, mathématiquement, réinterpréter une particule d'énergie négative qui remonte le cours du temps comme étant une antiparticule d'énergie positive qui suit le cours du temps. D'accord? Et donc, la causalité mise comme contrainte dans une équation qui est à la fois quantique et relativiste prédit l'existence des antiparticules. En l'occurrence, l'existence du positron, parce qu'à l'époque, on ne connaissait comme particule que le photon, l'électron et le proton, et le calcul de Dirac porte sur l'électron. Donc il dit, l'électron a un partenaire, qu'on appelle le positron, qui est son antiparticule de même masse
deux charges électriques opposées, c'est-à-dire positives en l'occurrence, avec le même spin et les mêmes nombres quantiques par ailleurs. Au signe près, d'accord. Il publie ça en 1932, d'accord. Et quelques mois plus tard, un physicien... attendez, quand même, avant de parler de l'expérience, vous voyez, c'est vraiment un résultat capital. Parce que dans son équation, il a postulé la causalité. Et les particules, les antiparticules n'ont de statut dans son formalisme que si la causalité est vraie. Si la causalité est fausse, il n'y a plus d'antiparticules. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est plus puissant que la relativité. Parce que la relativité exprime la causalité sous la forme d'une impossibilité ou d'une interdiction. Là, c'est l'inverse. La causalité s'exprime de façon positive. Si la causalité est une loi de la nature, alors le positron doit exister. D'accord? Et là, ça devient vraiment intéressant. Soit le positron existe, et la causalité est une mode contrainte, et les voyages dans le temps sont impossibles, soit le positron n'existe pas, et on peut tout dire. On peut même lire les Bogdanov sans scrupule. D'accord? Ok? La réponse est venue par hasard. Je dis bien par hasard. Et non pas, comme on le lit dans les bouquins, les manuels scolaires, ou dans tous les bouquins de physique des particules, on raconte la même histoire. Dirac écrit son équation, prédit l'existence du positron, un jeune physicien alpiniste du nom de Carl Anderson monte sur le mont Pasadena avec un gros détecteur et voit le positron. D'ailleurs, tout ça est faux. Lisez le discours de prix Nobel d'Anderson, qui a eu le prix Nobel en 1936, Dirac en 1933. Anderson dit, en 1932, j'avais ma thèse à finir, je devais régler ma chambre de Wilson, je n'avais jamais entendu parler de Dirac, et encore moins du positron. D'accord? Mais il y a toujours cette petite rétrodiction de l'histoire de façon positiviste, comme si les théoriciens ordonnaient, les expérimentateurs vérifiaient, etc. C'est du pipeau. D'accord? Mais enfin, par hasard, il découvre une particule qui lui semble bizarre, qui a une charge électrique positive, et dont la masse, écrit-il, est égale à 1/20 de la masse du proton. Il avait mesuré la courbure de la trajectoire courbée par un champ magnétique dans une chambre de Wilson. C'était pas très précis, mais c'est quand même gouré d'un facteur 100. Ce qui est d'ailleurs la preuve qu'il n'avait pas lu que Dirac prédisait que le positron avait la même masse que l'électron, qui est 1/2 millième de la masse du proton. Bon, peu importe. Il publie, au bout de quelques temps, on se rend compte que le positron découvert par Anderson est bien l'antiparticule prédite par Dirac. D'accord? Et ça, ce résultat qui a été généralisé, puisque maintenant on sait que à toute particule est associée une antiparticule, etc., ça c'est la preuve de l'impossibilité des voyages dans le temps. C'est-à-dire l'existence même de l'antimatière est la preuve matérielle, ou antimatérielle si vous préférez, de l'impossibilité des voyages dans le temps. D'accord? Alors, je n'ai pas le temps de parler de la flèche du temps, parce que le temps a passé, justement, mais ne croyez pas que les antiparticules soient des trucs exotiques pour physiciens budgétisés de façon excessive par les gouvernements respectifs. D'accord? Vous émettez des antiparticules. Je vous rappelle que dans votre squelette, il y a du potassium 40. Potassium 40 qui est un résidu d'une explosion d'étoiles il y a 5 milliards d'années, comme beaucoup de choses qui sont dans notre corps. Le potassium 40 est un émetteur bêta qui a une période de 1,3 milliard d'années. D'accord? Il est apparu il y a 5 milliards d'années, donc vous voyez, 1,3 milliard pour 5 milliards d'années, c'est pas suffisant pour qu'il ait eu la possibilité de disparaître complètement. Et le potassium 40, il devient du calcium 40. Ça va être, il y a un de ces neutrons qui devient un proton, avec émission d'un électron et d'un antineutrino. D'accord? Donc, un neutron de moins, un proton de plus, on change d'élément chimique, l'électron sort, l'antineutrino sort. C'est une antiparticule. Vous savez, pendant très longtemps, on a pensé que les neutrinos et les antineutrinos avaient une masse nulle. Mais on sait depuis 2002, c'est le prix Nobel de physique 2002, qu'en fait, les neutrinos, comme les antineutrinos, ont une masse non nulle. Faible, mais non nulle. D'accord? Donc ça, c'est une véritable particule d'antimatière. Donc à chaque fois que dans votre corps, un potassium devient un calcium, vous émettez une particule d'antimatière.
Alors, j'ai pas fait les mesures pour les femmes, excusez-moi, mais pour les hommes, pour un homme de taille normale, 75 kg, c'est 4000 becquerels. D'accord? C'est 4000 antineutrinos par seconde. Alors moi je croyais que c'était proportionnel au poids du squelette, mais en fait il paraît que c'est plus compliqué. C'est quasiment proportionnel au poids de l'individu. Donc je croyais que les obèses émettaient comme les autres, mais en fait non. Il semblerait qu'ils émettent un peu plus. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je parle pour les messieurs et pour les dames, c'est peut-être 3000 becquerels, disons. Plusieurs milliers de fois par seconde, vous émettez dans l'espace la preuve que les voyages dans le temps sont impossibles. D'accord ? Et c'est pour ça que le temps physique est un temps premier par rapport à tous les autres. Il s'est donné là de façon positive. D'accord ? Donc j'ai dit en préambule qu'il n'existait pas de définition du temps. Et ma conclusion sera de dire qu'on peut quand même proposer, non pas une définition, mais en tout cas une métaphore, qui consiste à dire que le temps, c'est une prison à roulettes. Prison, pourquoi? Parce que, justement, à cause de la causalité, vous êtes bloqué dans l'instant présent, vous ne pouvez pas modifier votre position dans le temps. Vous êtes donc prisonnier du temps. Et à roulettes, parce que ça avance. La question qui reste posée, c'est qu'est-ce qui pousse? Ou qui est-ce qui pousse? D'accord? Alors, pour conclure, parce que je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a 3 réponses possibles. Il y en a même 4. La 4e, c'est on ne sait pas et on s'en fout. C'est la position de 99% des physiciens. D'accord? On s'en fout. On ne sait même pas que la question est posée. Il y a 3 autres réponses. Il y en a 2 qui s'inspirent directement de la relativité restreinte. La relativité restreinte, c'est la conception de ce qu'on appelle l'univers bloc. En relativité restreinte, vous avez l'espace-temps. Et dans cet espace-temps, il n'y a pas de cours du temps. C'est-à-dire le temps est un paramètre statique. D'accord ? Et donc, pour les gens qui croient à cette conception de l'univers bloc, le cours du temps, ou l'impression que nous avons que le temps passe, soit est une pure illusion, soit est un produit de notre subjectivité. D'accord ? Donc, je vous donne 2 exemples de personnes qui défendent ces thèses. Parmi ceux qui disent « le temps n'existe pas », c'est une pure illusion que nous avons hérité de l'usage abusif de métaphores trompeuses, vous avez des gens comme Marc Lachaiseray, qui écrivent des bouquins disant que le temps n'existe pas. Si on prend au sérieux le formalisme de la relativité, le temps n'existe pas du tout. D'accord ? Dans la même mouvance, mais avec une interprétation différente, il y a Thibaut Damour qui dit « le cours du temps est une fabrication de notre conscience. C'est-à-dire, c'est nous qui créons le cours du temps. En quelque sorte, l'espace-temps est là de toute éternité, d'accord ? Et c'est nous, observateurs, qui parcourons notre ligne d'univers, qui, par notre mouvement dans l'univers, créons l'impression que le temps passe. Un peu comme un voyageur dans un train qui voit le paysage bouger parce qu'il bouge, mais le paysage ne bouge pas. D'accord ? Donc le cours du temps, c'est nous. Enfin, c'est notre cerveau, système très loin de l'équilibre thermodynamique, etc. D'accord ? Et puis il y a 3e école qui consiste à dire l'univers bloc est une schématisation insuffisante. Nous devons prendre acte de l'existence du cours du temps et considérer que l'espace-temps est dynamique. C'est-à-dire, au lieu de considérer que l'espace-temps s'est déployé de toute éternité avec le passé qui est là déjà, le futur qui est là déjà, et on va vers lui tranquillement, on doit considérer que l'espace-temps crée à chaque instant le présent. D'accord ? Et finalement, si ça est l'instant présent, tous ces instants-là n'existent pas encore. Et c'est le temps ou l'espace-temps dynamique qui va les créer au fur et à mesure. D'accord ? Voilà, je m'arrête là, excusez-moi pour... Même si le temps n'existe pas, on a un peu de temps pour des questions. Je pense qu'il y a plein de questions. Quelqu'un a une question à poser ? Merci. Vous avez parlé des articulations entre le langage et le temps. Est-ce qu'il existe des données empiriques expérimentales
sur l'intuition du temps que pourraient avoir des êtres humains non encore dotés de langage. Je pense aux nourrissons, qui n'ont pas encore la parole. Ouais. Écoutez, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais la question se pose, effectivement. Il y a eu les travaux de Piaget sur la perception du temps chez les enfants de 5-6 ans, qui montrent très clairement que pour eux, le temps est lié au mouvement. C'est-à-dire, moi je suis père de famille, et je me souviens quand l'un de mes fils avait 4-5 ans et qu'il fallait que j'emmène à l'école, je disais dépêche-toi, et il s'immobilisait. D'accord ? Parce que dès qu'il bougeait, il a l'impression qu'il allait augmenter son retard en accélérant le cours du temps. Ça a été bien montré par Piaget. Non mais j'ai un fils spécial, mais c'est quand même un truc qui est dans Piaget, d'accord ? Et qui est d'ailleurs présent dans le discours médiatique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en allant vite, on accélère le temps. D'accord ? Donc le temps est dépendant du mouvement. Alors, regardez les cadres stressés, ces types-là déploient par leur comportement une métaphysique de la temporalité basée sur la vitesse. Quand on va vite, on vit plus. D'accord ? Parce qu'on investit davantage le temps qui nous est donné. Bon. Maintenant, sur les nourrissons privés du langage, je ne sais pas quoi répondre. Je pense que c'est assez sommaire quand même. Mais pour revenir à l'expérience du Spitzberg que je viens de... même quand il n'y a plus le soleil, quand il n'y a plus la nuit, vous êtes complètement décalé. C'est-à-dire que si nous avons des montres au poignet, c'est tout simplement parce que notre cerveau est un chronomètre minable. D'accord ? Minable, vraiment minable. Et il est minable pour l'adulte et j'ose même pas dire ce qu'il est pour le nourrisson. Le nourrisson, à mon avis, ne se dit pas « il est midi, donc il faut manger ». Il dit « j'ai la dalle, donc il faut manger ». D'accord ? Donc, il y a des rythmes qui s'impriment à la vie consciente et qui ne viennent pas du tout du temps lui-même, mais des mécanismes biologiques qui nous habitent. Oui, j'ai éventuellement plusieurs questions. C'est moi. La première, c'est est-ce que une partie de votre conférence ne pourrait pas être refaite en parlant de l'espace ? Parce qu'en particulier, vous dites avec juste raison que nous sommes dans cette prison à roulettes, entraînés dans le temps. Mais est-ce qu'il n'en est pas de même dans l'espace, puisque actuellement nous sommes entraînés à plusieurs centaines de kilomètres par seconde dans la galaxie elle-même est entraînée vers l'amas de la Vierge, etc., sans parler de l'expansion de l'univers. Et donc, de la même façon que dans le temps, il est impossible de revenir à un instant du passé, à mon sens, il est impossible de revenir en un lieu qu'on a fréquenté. Et donc, est-ce qu'encore une fois, il y a une telle différence finalement entre le temps et l'espace ? C'est une très bonne remarque. Beaucoup de ce que j'ai dit peut être dit de l'espace, notamment son rapport au phénomène, son idéalité éventuelle, etc. Mais pour ce qui est de la dernière conclusion, ça n'est vrai que pour la relativité générale. Moi, pour tout vous dire, je ne sais pas ce que c'est que le temps, je n'en ai aucune idée. Simplement, j'ai passé un peu de temps à regarder les formalismes de la physique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on décrit le temps en mécanique newtonienne ? Comment est-ce qu'on décrit le temps en thermodynamique ? Comment on le décrit en relativité, en théorie des champs et un peu en relativité générale ? Et puis en théorie des cordes, je lis ce que je peux comprendre, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en relativité générale, ce que vous dites est vrai, mais en théorie des champs, non. Entre parenthèses, on ne sait pas non plus ce qu'est l'espace finalement. Il n'existe pas pour l'espace l'équivalent de la causalité pour le temps. D'accord ? Donc, si on en reste à des formalismes qui sont différents de la relativité générale, on pourrait dire que le temps, c'est le symptôme de notre emprisonnement, comme ça a été dit par pas mal d'auteurs, et l'espace, l'expression de notre liberté. D'accord ? Vous pouvez aménager l'espace, aller et venir, etc. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer que chez les banquiers, chez les publicitaires et beaucoup de gens qui ont intérêt à vendre du temps, ils en viennent à parler du temps exactement comme on parle de l'espace. C'est-à-dire le temps, vous allez pouvoir l'aménager, le gérer, enfin, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire une espèce de dénégation de la réalité même du temps qui est plutôt angoissante, parce que je ne vous explique pas où vous amène le... Bon. D'accord ? Et donc, ce qu'il y a de fort dans cette contrainte que nous impose le temps est complètement évacué par le discours qui le ramène à l'espace. Et c'est peut-être un travers physicien, ça. Vous savez, quand
Le reproche que Bergson fait à Einstein, c'est vous, les physiciens, vous avez spatialisé le temps. Vous avez fait une variable mathématique, c'est-à-dire vous l'avez aplati sur l'espace. Et du coup, la spécificité du temps, vous l'avez mise à la poubelle et vous faites comme si elle n'existait plus. Donc votre mathématisation n'est pas une description, c'est une réduction. Vous avez réduit le temps, vous l'avez spatialisé. D'accord ? Et par exemple, vous avez complètement évacué la notion d'instant présent. Et d'ailleurs, Einstein, à la fin de sa vie, on a convenu, il a dit, il y a un problème avec la relativité, c'est qu'elle ne dit pas le maintenant. D'accord ? Elle rend équivalent tous les instants. Ben non, tous les instants ne sont pas équivalents. Il y en a un qui est l'instant présent, qu'il ne faut pas rater. D'accord ? Or, la physique ne dit pas le présent. D'accord ? Et est-ce que c'est lié au fait que le temps a été mathématisé, ou est-ce que c'est d'autres raisons ? Non, en ce moment, pas en France, parce qu'en France, on a quasiment plus d'écoles en philosophie des sciences, mais aux États-Unis, en ce moment, il y a une guerre assez sérieuse entre les partisans de l'univers bloc, que j'ai un peu décrit tout à l'heure, et puis ce qu'on appelle les présentistes. C'est de dire, la relativité est une théorie incomplète, parce qu'elle est impuissante à dire le maintenant. Même le maintenant local, parce que le maintenant absolu en relativité n'existe plus, la simultanéité n'existe plus, mais le maintenant local, la physique ne lui donne aucun écho. Et donc il y a des tas de questions du genre, ça c'est une bonne question que pose l'axe des temps là. Est-ce que l'avenir existe déjà dans le futur ? Voilà. Est-ce que l'avenir existe déjà dans le futur ? Ça c'est une question fondamentale. Si vous répondez à la question est-ce que l'avenir existe déjà dans le futur, en répondant à cette question, vous choisissez un camp philosophique. Donc en gros, les relativistes, relativité générale, disent oui. Le futur est déjà là, mais nous, on n'y est pas encore. D'accord ? Et les gens plutôt physiciens quantiques, présentistes, disent non. Le futur est un néant. Ça ne va pas durer. Donc les voyages dans le futur sont impossibles pour les présentistes, alors qu'ils sont possibles pour les relativistes. Vous ne pouvez pas voyager dans un truc qui n'existe pas. Vous nous avez expliqué pourquoi le temps du physicien était peut-être plus vrai que les autres acceptions de la notion, avec Dirac, ses particules d'énergie négatives, la causalité qui impliquait l'existence d'antiparticules, et après ça, par un retour logique, vous avez dit, on a constaté, on a rencontré les antiparticules, donc on remonte la chaîne des implications dans l'autre sens, ce qui suppose que ces implications n'étaient pas des implications mais des équivalences. Est-ce que ça a été prouvé dans ce sens-là ? Oui, alors je ne suis pas allé jusque-là, mais effectivement, la façon d'exprimer aujourd'hui la causalité, c'est ce qu'on appelle l'invariance CPT. C'est la forme, c'est disons l'expression la plus formalisée de la causalité. Et si je vous donne son énoncé, vous verrez que ça n'a rien à voir avec la cause, l'idée de cause au sens aristotélicien. C'est simplement que si vous filmez un processus physique quelconque, par exemple un proton qui vient de ma gauche avec un spin positif, vous filmez ce processus. Vous avez donc un film, et ce film, vous allez lui faire subir 3 opérations. Première opération, vous le tournez comme ça, donc vous inversez la gauche et la droite, c'est ce qu'on appelle l'opération parité. C'est le P de CPT. D'accord ? Ensuite, vous faites comme ça, donc vous changez le cours du temps. C'est ce qu'on appelle l'opération T, le T de CPT. Et puis une fois que vous avez fait ces 2 opérations, que vous pouvez d'ailleurs effectuer dans l'ordre que vous voulez, vous allez maquiller le film de telle sorte qu'à chaque fois qu'une particule apparaît, vous la maquillez en son antiparticule et réciproquement. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ces 3 opérations, CPT, vous projetez à nouveau le film. D'accord ? Et vous allez voir sur l'écran quelque chose qui est différent de ce que vous avez filmé. Par exemple, si vous avez filmé un proton qui vient de la gauche avec un spin plus, vous verrez un antiproton qui vient de la droite avec un spin plus. Donc ce n'est pas le même objet, ce n'est pas le même phénomène. Ce que dit l'invariance CPT, c'est que ce nouveau phénomène que vous voyez à l'écran est décrit par la même physique que le précédent. Ce n'est pas le même univers. Si vous faites l'opération CPT sur notre univers, vous aurez un autre univers. Mais il obéira aux mêmes lois dynamiques. D'accord ? Voilà l'expression
moderne de la causalité, et elle a comme implication, et là c'est vraiment une implication, qu'une particule doit avoir exactement la même masse que son antiparticule. C'est une égalité absolue. Vous savez qu'il y a des expériences au CERN qui essaient de vérifier ça avec une précision qui ne sera jamais infinie, évidemment, parce qu'on ne peut pas mesurer un zéro. Dès qu'on met la barre d'erreur. Mais tout indique pour l'instant que l'invariance CPT, c'est quelque chose de très solide. Et d'ailleurs, on ne sait pas construire de physique sans cette invariance CPT. Parce qu'on ne sait pas construire de physique non causale. Hein. Si vous pouvez commencer à changer le passé, vous pouvez changer le résultat d'expérience, vous pouvez tuer Newton dans le ventre de sa mère, plus rien n'est possible. Mais moi je crois, si vous voulez, que la causalité, c'est, comme le disait Kant, c'est un a priori de notre entendement. Je ne dis pas que c'est une loi naturelle, j'en sais rien, mais je pense que nous ne pouvons pas penser ou utiliser l'intelligibilité du monde sans la causalité. Mais là, le fait de décrire la causalité par l'invariance CPT répond de fait à la question qui existait au début de votre exposé, à savoir le temps est-il premier par rapport à la causalité ou est-ce l'inverse, puisqu'on définit la causalité en intégrant la notion de temps. Oui, absolument. Oui. Mais il n'est pas certain que cette formulation ne subisse pas des modifications avec les résultats dont j'ai dit quelques mots, où la causalité est mise d'abord et le temps émerge ensuite. Mais, vous savez, moi je lis ces papiers, là, qui sont tous des papiers américains, j'ai du mal à les lire, je lis l'abstract et puis après j'essaie de comprendre la conclusion. Mais il y a clairement un problème de poulet d'œuf là-dedans. D'accord ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, par exemple, de penser ou de décrire des événements hors du temps, sachant que notre représentation de tous les événements est temporalisée. D'accord ? Donc, quand ils disent que c'est de la physique hors du temps, il faut en être sûr. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on ne peut pas penser hors du temps. C'est-à-dire que l'arrêt du temps, c'est la disparition du présent, et donc la disparition de ce qui est présent. Donc pour moi, l'absence de temps, c'est le néant. C'est-à-dire c'est la chute dans le néant. Mais eux mettent des événements, il n'y en a pas un qui est chronologiquement premier par rapport au second, mais l'un est la cause de l'autre. Je me demande si on ne joue pas un peu sur les mots. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire la causalité sans la temporalité ? Moi, j'ai l'impression que non. Sauf dire que le temps, c'est le changement, ou dire que le temps, c'est la succession. Voilà. Mais le temps que vous utilisez dans vos cours, hein, ce temps newtonien-là, c'est un temps qui ne fait rien. D'accord ? Il ne fait rien. Il ne fait que suivre son cours. C'est tout. Il n'a pas d'influence sur les phénomènes. Il n'est pas affecté par les phénomènes. C'est le glandeur de la classe. Il ne fait rien. Il ne crée pas de mouvement, il ne crée pas de devenir, il ne crée pas de changement. Il est la seule chose qui ne change pas. D'accord ? C'est-à-dire le temps newtonien, à la différence du temps cosmologique, tous les instants du temps sont équivalents. Quand on a un couple particule-antiparticule, comment définit-on l'antiparticule et la particule ? C'est complètement arbitraire. Donc, quand vous dites qu'on émet des antineutrinos, donc de l'antimatière, est-ce que c'est forcément de l'antimatière ? Ah non, mais c'est-à-dire à partir du moment où je dis que l'électron est une particule et que le positron est une antiparticule, alors ici c'est une antiparticule. Si je dis, on peut tout à fait inverser les choses, on peut dire j'appelle électrons les positrons, antiprotons les protons, etc., à condition de généraliser ce changement à toutes les particules. Et à ce moment-là, vous avez le même univers. Je dis ça rapidement, mais il y a certaines particules qu'on appelle les kaons neutres ou les mésombeaux pour lesquels il y a une violation de la symétrie CP. Il y a un très bon numéro de la recherche de ce mois-ci consacré à ce problème. Bon, mais en gros, ce que j'ai dit est Non, par exemple, si on découvrait une civilisation extraterrestre qui a fait la même physique que nous, mais qui a fait un choix inverse. C'est-à-dire, imaginez que dans la galaxie bidule, il y ait des gens qui appelaient antiprotons le proton et l'inverse. D'accord ? Imaginez qu'on soit en bon terme avec eux
et qu'on veut échanger des messages ou même des matières premières. C'est un problème qui date des années 60, qui s'appelle le problème d'Osma. Problème pour les physiciens, comment échanger, sans se péter à la figure, des objets matériels avec une civilisation qui a la même physique que nous, parce que pour le faire, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle nous un électron, et ce qu'ils appellent eux un électron. D'accord ? Si la convention est la même, tout va bien. S'ils ont inversé la convention, ça va exploser. Et jusque dans les années 65, la réponse à cette question était « c'est impossible ». C'est impossible puisque c'est arbitraire, et il n'y a aucun moyen non arbitraire de préciser l'arbitraire. Voilà, comme le signe des charges, exactement. Mais simplement, en 64, on a découvert la violation de la symétrie CP dans les carreaux neutres. Et donc, il y a tout un protocole assez simple d'ailleurs à détailler. On écrit à ces gens en leur disant, voilà, si vous faites telle expérience avec des carreaux neutres, ils vont se désintégrer en pions. Ben, le pion qui part à gauche, et la notion de gauche peut être définie grâce à la violation de CP, c'est ce que nous on appelle un pion positif, par exemple. Et donc, vous pouvez vous mettre d'accord sur le signe que vous avez choisi pour identifier, par exemple, les particules. Et cet échange étant établi, et il peut s'établir avec des particules qui sont leurs propres particules, des photons par exemple. Donc tout l'échange d'informations peut se faire avec des photons. La convention étant maintenant précisée, vous pouvez changer de la matière ou de l'antimatière. Oui, je me permets, je vais essayer de poser une question. Monsieur, s'il vous plaît. Je voulais savoir si vous avez parlé de la masse du neutrino qui a été découverte en 2002, c'est ça? Oui. Je voulais savoir si ça avait apporté un peu des éléments de réponse sur la masse cachée de l'univers, qui est, semble-t-il, de 90% de... Alors, votre question est intéressante, elle n'a rien à voir avec le sujet traité, mais... Non, en gros, oui. C'est-à-dire, on sait que ça ne suffit pas. Oui, mais vous pouvez évaluer à peu près le pourcentage? On a des barres d'erreur, c'est quelques pourcents. Quelques pourcents. Quelques pourcents de la masse noire. Parce qu'on espérait beaucoup de cette détection-là. Non, ça fait déjà un bout de temps qu'on sait que ce n'est pas la réponse complète. Et on sait maintenant que c'est une réponse très partielle, quoi. Ce qui fait que le problème de la matière noire subsiste. Enfin, si le neutrino en a été la réponse... Et vous avez une idée de où on pourrait... Écoutez, moi je ne comprends plus la cosmologie, donc... Ouais. Monsieur Souchet, vous nous répondrez tout à l'heure. Non, je suis astronome, je ne suis pas astrophysicien. Non, mais si vous voulez, ça commence, si vous voulez, le modèle standard de la cosmologie, ça commence à faire beaucoup de trucs noirs. La masse noire, l'énergie noire, bon. Donc, je me demande, mais c'est une question, ça, je me demande si on n'est pas en train de refaire les épicycles. Et moi, je pense, si vous voulez, que l'énergie noire, c'est la constante cosmologique. C'est pas la peine d'inventer des trucs de quintessence, de vide quantique, etc. La constante cosmologique, telle que Einstein l'a introduite en 1907, répond à la question de l'énergie noire.